Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans une autre séance de sciences de la vie de la Terre. Et aujourd'hui, on va essayer de corriger des exercices de l'examen national concernant le chapitre de la génétique humaine. Pour les élèves, donc ce cours fait partie du programme de sciences de la vie de la Terre pour la section sciences expérimentales, option sciences de la vie de la Terre, et aussi dans le programme de sciences de la vie de la Terre de la section sciences mathématiques, option A. Et je vous propose les exercices des deux examens. L'examen national de baccalauréat sciences expérimentales, option sciences de la vie de la Terre 2019, la session normale, et l'extrait de notre exercice, extrait de l'examen national de baccalauréat de la section sciences mathématiques, option A 2018, la session de rattrapage. Comme vous le savez, l'examen comprend deux parties. Une partie consacrée à la restitution des connaissances, qui vise la sélection des informations et l'organisation des connaissances. Il inclut des questions des définitions, des QCM, des questions de classification, des questions d'appariement. Donc, l'essentiel, c'est la maîtrise des connaissances. Et une deuxième partie consacrée à un raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, cette partie, et c'est ce qu'on va essayer d'entamer dans cette séance, qui vise à évaluer les capacités, les habiletés, les capacités à l'analyse, à la comparaison, à l'extraction des données à partir des documents pour résoudre un problème. Donc, il y a une situation d'évaluation que nous devons bien lire et extraire et définir le problème qui est posé et aussi de bien utiliser les documents pour répondre aux questions. On va commencer par l'exercice extrait de l'examen de baccalauréat sciences de la vie et de la Terre 2018. Donc, vous voyez ici, dans cet examen, il est composé, la génétique des populations fait partie du même exercice qui inclut les autres parties de l'expression de l'information génétique et aussi de la génétique humaine. Et à la fin, parfois on trouve des questions de la génétique de population. Mais toutes ces questions sont liées à la même problématique. Ce que nous devons ici, il faut les lire attentivement, cet énoncé. Donc, c'est le contexte de l'exercice. L'exercice parle de quoi? La neurofibromatose de type 1 est une maladie héréditaire, donc elle se transmet des générations. Parmi les symptômes de cette maladie, l'apparition de taches légèrement pigmentées au niveau de la peau avec possibilité de formation de certaines tumeurs bénignes, des neurofibromes et des malformations de squelette. Parle de la maladie. Pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Voyez-vous qu'il y a l'objectif, il est déclaré dans l'énoncé. Il faut bien lire l'objectif, il faut bien lire l'énoncé. Donc ici, c'est pour déterminer l'origine génétique. Ils ont commencé par la première partie concernant l'expression de l'information génétique pour établir la relation gène-protéine. Aussi, la transmission par l'analyse de l'arbre généalogique, transmission à travers les générations. Et à la fin, il y a la partie consacrée à la génétique calculée qui est liée à la génétique de population. Troisième donnée, la neurofibromatose de type 1 est une maladie héréditaire très répandue. Dans une population donnée, cette maladie touche une personne sur 3500. Cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Ça veut dire quoi, Hardy-Weinberg? Donc, il faut déterminer le contenu. Donc, il faut lier l'exercice avec ce que nous avons déjà acquis. Donc, il est en relation quoi? En relation avec la génétique, le cours de la génétique de population. Et on se souvient bien le cours, les contenus de cette partie en relation. La loi de Hardy-Weinberg
et les relations P carré, 2PQ, Q carré. Ce qui est demandé ici, l'exercice, calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie et celle de l'allèle normal. B. Calculer la fréquence des individus homozygotes. Et il nous donne se contenter de 2 chiffres après la virgule dans les applications numériques. Lorsqu'il y a des valeurs, on peut se contenter seulement de 2 chiffres après la virgule. Donc, pour calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie et celle de l'allèle normal. Donc, l'allèle responsable de la maladie, ici, c'est je dois connaître est-ce qu'il est dominant ou récessif, est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou non. Et vu que cette partie il est liée aux parties précédentes, on revient sur qu'on a déjà répondu ici. Ici, on trouve que la maladie entamée ici, donc il est dominant. C'est une maladie qui est dominante. L'allèle responsable de la maladie, il est dominant et il n'est pas porté par un chromosome sexuel. On veut, basant sur le document 4 et sachant que l'homozoïde montre que l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un chromosome non sexuel. Donc, on a besoin de ces données pour résoudre la question. Donc, pour calculer les fréquences alléliques, donc, on se souvient de les formules. On a vu, on a le loi de Hardy-Weinberg. Donc, on a ici grand M, grand M. Donc, vu que la maladie est le dominant, donc, on utilise le signe grand M. Et pour l'allèle normal, petit m. Grand M, donc P carré. Grand M, petit m, 2PQ. Et petit m, Q carré. On veut calculer les fréquences alléliques. Qu'est-ce qu'on utilise? Donc, on a pour le phénotype grand M égal à quoi? Donc, le phénotype grand M, c'est la somme de ces 2 fréquences. C'est la fréquence de génotype grand M, plus la fréquence de génotype grand M, petit m. C'est-à-dire la somme, c'est P carré plus 2PQ. Égal à quoi? Égal, je reviens à l'exercice qu'il donne ici. Dans l'énoncé, ce qu'il y a sur 3500. Cette maladie touche une personne sur 3500. Ça veut dire c'est quelle fréquence? 1 sur 3500, c'est les malades. Et puisque la maladie est dominante, donc ce phénotype grand M, la fréquence de grand M, c'est égal à 1 sur 3500. Ça veut dire que la fréquence P carré plus 2PQ, c'est égal à 1 sur 3500. Il faut faire attention, donc je dois bien repérer dans les informations cette fréquence. Est-ce qu'il s'agit de P carré plus de PQ ou de Q carré? Parfois, lorsque la maladie est récessive, donc cette fréquence, c'est pour la fréquence de petit a de l'allèle récessif homozygote, alors qu'ici, c'est pour le dominant et donc il inclut P carré plus de PQ. Après, donc on dit que la fréquence, ce qu'il reste de phénotype petit m, égale la fréquence de génotype petit m, égale à Q carré. Et normalement, lorsqu'on veut estimer, calculer la fréquence allélique, les fréquences alléliques, on commence toujours par la fréquence de l'allèle récessif. Pourquoi? Parce que la fréquence de son phénotype égale à la fréquence de son génotype. Ça veut dire ici, égale à Q carré. Et comment je peux trouver Q carré? Vu que je connais que P carré plus 2PQ égale à 1 sur 3500, et sachant que la somme de P carré plus 2PQ plus Q carré égale à 1, donc comment faire? Donc, on applique, on exploite cette formule et on conclut que Q carré égale à 1 moins P carré moins 2PQ, ça veut dire 1 moins 1 sur 3500, égale à 3499 sur 3500. Et ainsi, on trouve la fréquence de l'allèle récessif petit m égale à Q, vu que Q carré égale à 3499 sur 3500, donc je fais la racine carrée de ce rapport, 3499 sur 3500, je fais le calcul et je trouve 0,99. Voilà, j'ai trouvé la fréquence de l'allèle récessif. Qu'est-ce qu'il reste? Maintenant, la fréquence de l'allèle dominant. Comment je peux répondre? Donc,
On utilise simplement la formule P plus Q égale à 1. Donc, P plus Q égale à 1. Donc, la fréquence de l'allèle grand M, qui est égale à P, égale à 1 moins la fréquence de l'allèle petit a. Ça veut dire 1 moins 0,99 égale 0,01. Et voilà, de cette façon, j'arrive à répondre à la question de calcul de fréquence allélique. Donc, pour résoudre la question, je dois repérer dans l'énoncé la fréquence utilisée. Donc, la fréquence, c'est est-ce qu'il s'agit de cas de dominance, de cas où la maladie il est récessive. Maintenant, passons à la deuxième question. Calculer la fréquence des personnes hétérozygotes pour le gène étudié. Donc, pour calculer, toujours, on revient à le P carré de PQ Q carré. Donc, les formules dans la loi de Hardy-Weinberg. Donc, où se trouve l'hétérozygote? C'est pour grand M, petit m. Vu que l'on a trouvé P et Q, on va faire seulement une application numérique. On fait une application F grand M sur petit m égale à H, qui est l'hétérozygote, de PQ, 2, et je remplace les P et Q par leur valeur 0,99 fois 0,01. Donc, on trouve 0,01. C'est pour les fréquences. Maintenant, chers élèves, en passant à notre exercice, c'est de l'examen de baccalauréat, Sciences Maths 2018. Donc, ici, c'est un exercice consacré au chapitre de la génétique de population. Il y a l'énoncé, ici, qui présente le problème, et il y a des documents avec des questions. On a ici 4 questions. On commence toujours par la lecture. Donc, nous devons lire attentivement. Donc, il faut bien lire l'énoncé et repérer le contexte, ce qui est demandé, donc l'objectif, et aussi, il faut bien lire les questions pour savoir ce qui est demandé. Il faut bien comprendre les questions pour répondre à la question. Donc, je commence par la lecture de l'énoncé pour mettre en évidence quelques facteurs de la variation génétique à l'origine de la structure génétique de la population des lions du cratère de Ngorongoro en Tanzanie. On propose les données suivantes. Donc, l'objectif ici, c'est de mettre en évidence les facteurs de la variation génétique. Et on se rappelle bien qu'on a déjà vu ça, qu'il y a 4 facteurs, à savoir les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Donc, on va adapter le cours pour l'énoncé et à la situation d'évaluation. Donc, on continue la lecture. Actuellement, en Tanzanie, on distingue 2 populations de lions. La population P1 du parc Serengeti, c'est le parc constitué de 2000 individus, et la population P2 du cratère de Ngorongoro, constituée d'un nombre restreint d'individus. La population P2 est issue de la population P1. Voyez-vous bien que cette population, elle dérive, donc elle vient de la population P1. En 1962, la population P2 a été soumise à un goulot d'étranglement. Et rappelez-vous, on a déjà vu goulot d'étranglement, un isolement, un échantillon, donc une réduction du nombre de la population. Les lions de cratère de Ngorongoro ont subi d'énormes pertes causées par une épidémie due à une mouche piqueuse. Seulement 11 lions ont survécu, 7 mâles et 4 femelles. Donc, voyez-vous, je lis attentivement. Je vois que la population, d'une grande population, je passe à une petite population de faible nombre, qui constitue de 7 mâles et 4 femelles. Ces lions survivants se sont reproduits exclusivement entre eux. La population a retrouvé son effectif initial, 80 individus. L'histogramme figure 2 du document 2 représente l'évolution du nombre de lions du cratère après l'épidémie de 1962. La plupart des lions actuels descendent de cette évolution. Donc, cet échantillon a évolué vers une grande population. Donc, après, il nous donne la figure 1, il nous donne un schéma
c'est le modèle de goulot d'étranglement que je vais exploiter pour répondre à la question. Et la deuxième figure, c'est l'histogramme avec les années et présente aussi les nombres d'individus, l'évolution du nombre d'individus après l'isolement de la population. Donc la question ici, en exploitant les données précédentes et l'histogramme de document 2, la première question, décrire l'évolution dans le temps du nombre global d'individus de la population P2. Deuxièmement, déterminer l'année où la population a retrouvé son effectif initial d'avant l'épidémie et expliquer ce retour à l'état initial. Comment peut-on expliquer qu'il reprend son état initial? À partir de 1990, des chercheurs ont étudié les fréquences des allèles de deux gènes, grand A et grand B, chez les deux populations, P1 et P2 de Lyon. Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau suivant. Maintenant, on passe à l'échelle génétique. Que se passe-t-il au niveau des gènes? Pour chacun des gènes étudiés A, grand A et grand B, comparer A et B, comparer les fréquences des allèles dans ces deux populations de Lyon. Je dois comparer. Et on veut, basant sur ces données, sur les données précédentes et vos connaissances, expliquer l'origine des différences observées dans les fréquences des allèles A1, A2 et les allèles B1 et B2. On a lu. Maintenant, on va commencer. Donc, commence par la première question. Décrivez l'évolution dans le temps du nombre global d'individus de la population P2. Donc, ce qui est demandé ici, c'est la description. C'est-à-dire, je dois description à partir de l'histogramme que vous voyez ici, qui présente les années. Donc, pour chaque année, on voit qu'il y a l'évolution du nombre. Donc, l'évolution du nombre. Donc, pour décrire, à partir de 1963, on fait des projections sur l'axe des ordonnées pour lire les valeurs. Donc, à partir de 1963, ici, à peu près, il y a 13 individus. Et puis, on observe qu'il y a une augmentation. Donc, lorsqu'il est demandé de décrire, donc la réponse sera, est-ce qu'il y a une diminution? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a une stabilité? On peut dire qu'il y a une stabilité vis-à-vis le phénomène étudié qui est représenté dans l'axe des ordonnées. Et donc, on dit que, suite à l'épidémie de 1962, le nombre global de lions dans le cratère d'Ngorongoro augmente progressivement. De quelle valeur? On fait des projections de, à peu près ici, la projection c'est 13. De 13 en combien? En quelle année? En 1963 jusqu'à la valeur, le maximum a été atteint en 1980. Elle est de combien? Donc, je fais la projection toujours verticale sur l'axe des ordonnées. On observe qu'il y a à peu près c'est 106 en 1980. Et après, on trouve que de 1980 jusqu'à 1990, le nombre de lions a régressé vers 86. Donc, je dois décrire toutes les variations. Donc, il y a une augmentation, puis il y a une diminution. Donc, il faut noter deux tirets. Premier tiré concernant l'augmentation, et je note les chiffres, avec les années, de 1963 vers 1980, le nombre augmente de 13 jusqu'au 106. Et de 1980 à 1990, le nombre diminue de 106 jusqu'à 86. Maintenant, on passe à la deuxième question qui est demandée, déterminer l'année où la population a retrouvé son effectif initial d'avant l'épidémie et expliquer ce retour à l'état initial. Voilà l'histogramme. On revient sur l'histogramme. Dans le temps du nombre global d'individus. Donc, le nombre global, c'était de combien? Normalement, on a dit qu'il y a 80. Et donc, je fais la projection. 80 individus, c'est dans quelle année? 1975. Donc, je dois utiliser les informations. Toujours
la capacité, c'est évaluer, c'est l'utilisation de données. Je dois toujours revenir au document pour chercher l'information, ce qui est demandé de déterminer l'année où la population a retrouvé son effectif. Donc, je vois ici qu'on a déjà noté dans l'énoncé que le départ était 80, donc je retrouve de 80 ici. Donc ici, il y a 80, donc c'est après, en 1975. Et on note, d'après l'histogramme, le nombre initial restreint d'individus 80 a été retrouvé en 1975. Maintenant, on veut expliquer ça. Comment peut-on expliquer cette évolution? En passant, il y a le problème de la mouche piqueuse. Donc, l'effectif des lions a diminué, puis a augmenté de 13 jusqu'à 86. Donc, l'explication, c'est qu'il y a une reproduction, bien évidemment. Ces individus sont croisés entre eux pour donner une nouvelle population. Donc, les 11 lions ont survécu, ils ont été capables de survivre après l'épidémie, se sont reproduits entre eux d'une manière aléatoire, ce qui a permis à la population de retrouver son effectif initial qui est de 80 lions. Maintenant, en passant après, il nous dit pour chacun des gènes étudiés A et B, comparer les fréquences des allèles dans ces deux populations de lions pour la troisième question. Donc, à partir de 1990, des chercheurs ont étudié les fréquences des allèles. On veut étudier l'impact de ce phénomène pour expliquer à l'échelle génétique, sur la structure génétique. Et ce qui est demandé ici, de comparer. Comment peut-on répondre à la question? La population d'origine lion de Serengeti, l'effectif supérieur à 2000 individus, et 6 lions de cratère dans Ngorongoro. Qu'est-ce qu'on observe? Les fréquences des allèles. A1, 0,2, on passe de 0,2 à 0,85. Et A2, 0,80 à 0,15. De la même façon, pour les fréquences des allèles B1, 0,75 0,74 à 0,94, alors que B2, de 0,26 à 0,06. Et lorsqu'on dit comparaison, je dois comparer. Est-ce qu'il est élevé par rapport à l'autre ou est-ce qu'il est faible? Donc, on voit que l'allèle, la fréquence de l'allèle, il est plus élevé à 1 chez la population actuelle de lion que chez la population d'origine. Alors que l'inverse pour A2. La même chose pour B1. On observe que la fréquence de l'allèle B1 est plus élevée chez la population actuelle que chez la population d'origine, alors que l'inverse pour B2. Et on essaie de formuler par des expressions. Donc, on note pour le gène A, la fréquence, on écrit, de l'allèle A1 est nettement élevée pour les lions de Ngorongoro, a augmenté de 0,2 à 0,85, soit 4,25 fois, alors qu'il est nettement faible pour l'allèle A2. Pour l'allèle A2, il est faible chez la population actuelle par rapport à la population d'origine. Donc, ces termes de comparaison doivent être figurés dans vos réponses. C'est important. Et c'est un élément de réponse qui est pour obtenir la note. Donc, il faut faire ces comparaisons. Est-ce qu'il est plus faible ou il est élevé par rapport à l'autre cas ou l'autre population? Maintenant, pour le gène B, on a dit que c'est la même chose pour le gène P. La fréquence de l'allèle B1 est élevée pour les lions de Ngorongoro par rapport à la population d'origine, alors que l'inverse, B2, dans la population actuelle, il est faible par rapport à B2. Et donc, voyez-vous que ce phénomène a influencé sur la structure génétique des gènes. Maintenant, en passant à la question suivante, il nous demande, on veut, basant sur les données précédentes et vos connaissances, expliquer l'origine des différences observées dans les fréquences des allèles A1, A2 et des allèles B1, B2, à votre avis. Et rappelez toujours l'objectif SKITNA qu'on a lu dans l'énoncé, c'est que pour étudier les facteurs de variation, à votre avis, quels facteurs de variation? Donc, on voit qu'il y a un échantillon aléatoire qui s'isole de la population. Et il nous donne la figure aussi, la figure de l'étranglement de goulot que vous voyez ici,
qui nous permet d'expliquer. Donc, population peut trouver occasionnellement des périodes durant lesquelles seul un petit nombre d'individus survit. Il produit un goulot. Donc, à partir de la population, vu le problème, par exemple, dans notre cas ici, la mouche piqueuse, donc la mort de plusieurs individus, donc il note une réduction du nombre d'individus de cette population. Après, que se passe-t-il? Ces individus vont se survivre et aussi se reproduire pour donner une autre population. Et voilà, l'explication, c'est ici, il s'agit de la dérive génétique qui est responsable de la fixation des allèles, l'augmentation de l'effectif d'allèles et la diminution des autres allèles. Et on note, pour répondre à la question ici, donc pour la population actuelle des lions, Cratère-Nogoro, les différences observées dans la fréquence des allèles montrent que pour la gène A1, A2, une tendance à la fixation de l'allèle A1 et l'élimination de l'allèle A2. Donc fixation d'un allèle et l'élimination de l'autre allèle. Aussi pour l'allèle B, le gène B, donc l'allèle B1 il est fixé, il augmente de fréquence et l'allèle B2 diminue. Donc il tend à être éliminé. Donc cette population issue d'une reproduction sexuelle entre les survivants. Donc l'explication, c'est que cet échantillon qui s'isole de la population d'origine, donc vu le problème de la mouche piqueuse, vont survivre et se reproduisent, ce qui leur permet de donner une nouvelle génération. On parle ici d'un échantillonnage aléatoire des gamètes. Vu ce problème, donc ce problème qui ici la mouche piqueuse et a subi ce qu'on appelle le mot clé ici, donc c'est important à signaler, c'est la dérive génétique. Donc la dérive génétique, c'est le facteur responsable derrière la variation de la structure. Et voyez-vous, donc on essaie de bien exploiter les documents au maximum, c'est important. Et toujours, il faut revenir à l'énoncé. La consultation des cours, il est important, donc il faut adapter le cours, ce n'est pas réciter le cours. Donc adapter le cours et essayer de répondre à la consigne aux questions posées et aussi en fonction de la problématique qui est déjà posée, l'objectif qui est signalé au début de l'exercice. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance et je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.